Bien sûr, synthétique chimique, cinétique chimique. Alors, c'est quoi la cinétique chimique? Oui, c'est le suivi temporel de l'évolution de transformation chimique. C'est-à-dire suivre l'évolution de quoi? L'évolution de la quantité de matière au cours de la période. Donc, la cinétique chimique, c'est ça. C'est d'étudier comment évolue la quantité de matière ou bien une grandeur liée à la quantité de matière, bien sûr, d'un système chimique. Alors, tout d'abord, un système chimique est constitué tout d'abord d'un certain nombre d'espèces chimiques. Des espèces qui sont appelées des réactifs. Alors, les réactifs sont des espèces chimiques dont la quantité de matière diminue au cours du temps. Alors qu'un produit, bien sûr, ou bien les produits sont des espèces chimiques dont la quantité de matière augmente. Donc, il y a, donc, tant qu'on a évolution du système, donc l'évolution du système chimique, il y a diminution de la quantité de matière des réactifs et en même temps, il y a augmentation de la quantité de matière des produits. Alors, lorsqu'on dit quantité de matière, bien sûr, on doit rappeler les 6 formules de la quantité de matière. Donc, tout d'abord, avant, bien sûr, d'entamer la cinétique chimique, donc on parle de la quantité de matière, bien sûr, et c'est 6 formules. Donc, la quantité de matière. Puisque c'est la grandeur fondamentale en chimie, de façon générale, puisqu'on parle de l'évolution de la quantité de matière dans un système bien défini. Alors, il y a combien de formules? On a alors 6 formules. Donc la première formule, c'est N est égal à N sur Na. Bien sûr, c'est la quantité de matière en fonction de nombre d'entités. Donc lorsqu'on dit nombre d'entités, nombre de molécules, d'atomes, d'ions, de noyaux, etc. Bien sûr, ça c'est le nombre de molécules ou bien d'entités. Ça c'est le nombre d'Avogadro. Et petit n, c'est la quantité de matière. Donc, c'est la quantité de matière, bien sûr, en mol. Donc, ça, c'est sans unité. Sans unité. C'est ça, la constante d'Avogadro. Donc, la valeur, sa valeur, c'est 6,02 10 à la puissance 23. Donc, l'unité directe, c'est mol moins 1. Alors, bien sûr, N ici, c'est en mol. Donc, la première formule donnant la quantité de matière en fonction du nombre d'entités. Ensuite, on parle, la deuxième formule, c'est N est égal à, oui, la quantité de matière et la masse, c'est N est égal à petit m sur grand M. Donc, si l'échantillon est défini par sa masse, est défini par la masse, donc on considère un échantillon, surtout lorsqu'on parle des solides. Donc, ça, c'est la masse de l'échantillon en grammes. Ça, c'est quoi? En grand M, c'est quoi? C'est grand M, c'est la masse molaire exprimée en grammes par mol. 1 gramme mol moins 1. Bien sûr, de façon que N soit en. Donc, ça, c'est la deuxième formule de la quantité de matière. La troisième, donc ça, c'est la quantité de matière et le nombre d'entités. Ça, c'est la quantité de matière et la masse de l'échantillon. La troisième, c'est la quantité de matière et quoi? Et le volume. Donc, lorsqu'on parle de quantité de matière et volume, donc on doit faire appel à la masse volume. Donc, ça donne donc N est égal à quoi? Donc, est égal à O fois V divisé par la masse moelle. Donc, normalement, la troisième formule est tirée à partir de la première, puisque la masse volumique est égale à la masse de l'espèce divisée par son volume. Alors, la masse vaut la masse volumique fois le volume. Donc, bien sûr, cette formule doit être homogène du point de vue unité. Donc, ça, c'est en grammes par mol. Généralement, la masse volumique est donnée en grammes par centimètre cube, ou bien en grammes par millilitre, parce que le centimètre cube, c'est lui-même le millilitre. Donc, V doit être en millilitres ou bien centimètre cube. Donc, centimètre cube ou bien le millilitre, de façon que N soit en mol. Donc, j'ai dit, donc cette formule doit être uniforme de point de vue dimensionnel, du point de vue unité. Donc, gramme sera simplifié par gramme. Donc, centimètre moins 3 va être simplifié par centimètre cube. Donc, de façon que, c'est en grammes par mol. Donc, ça donne finalement un nombre. Donc, ça, les trois formules, bien sûr, donnant la quantité de matière lorsqu'elle est à l'état pur. Donc, à l'état pur, que ce soit liquide, solide ou bien gazeux. Donc, on peut utiliser ces 4 formules. Les 3 formules. Donc, la quatrième concerne les H, les solutions. Donc, lorsqu'on parle de la solution, donc on parle de la concentration molaire. Alors, N dans ce cas donc, est égal à lorsque l'échantillon est défini dans une solution aqueuse, dans une solution,
définie par sa concentration. Donc N est égal, si on parle de la solution, ou bien la concentration de la solution, donc c'est ou bien ce qu'on a appelé la concentration en soluté apportée. Si on parle d'une espèce chimique, donc on parle généralement de la concentration effective, c'est-à-dire X entre deux crochets. Alors C fois V, lorsqu'il s'agit d'une quantité de matière d'un soluté dans un solvant. Si on parle d'une espèce dans une solution, donc on parle de la concentration effective, donc concentration molaire effective. Alors pour les unités, donc V soit en litres généralement, la concentration en mol par litre, de même ici, donc c'est en mol, litre moins 1, de même pour V, alors M soit en mol. Donc ça, cette formule, on l'utilise lorsqu'on calcule ou bien détermine la quantité de matière d'une espèce chimique dans une solution. Espèce chimique dans une solution définit pas soit par, donc si ici donc c'est N, la quantité de matière du soluté, donc on sait la concentration de la solution fois V, ou bien la quantité de matière d'une espèce chimique X donc est égale à concentration effective de X fois V, bien sûr, le volume de la solution. Donc on peut tirer de cette formule la concentration molaire C est égale à N de soluté divisé par le volume de la solution, ou bien la quantité de matière, la concentration effective, donc est égale à N de X divisé par le volume. Donc cette formule, on l'utilise lorsqu'on détermine la quantité de matière d'une espèce dans une solution. Donc ça, les 4 formules. Donc il reste les 2 dernières formules, et les 2 dernières formules concernent l'état gaz. Donc il y en a 2 formules. Déterminant la quantité de matière, bien d'une quantité de matière gazeuse. Alors, N soit d'un gaz, bien sûr, un gaz, soit égal au volume de le gaz divisé par le volume molaire. Si, donc dans les données, on vous donne le volume molaire, donc on utilise cette formule. Ça, c'est le volume du gaz. Généralement, le volume molaire est donné par, bien en litres par mol, litre en moins 1. Alors, V doit être en litres, de façon que N soit en mol. Voilà la formule dans la quantité de matière d'un gaz, bien sûr, sachant le volume molaire. Et la dernière formule, donc c'est la quantité de matière d'un gaz aussi, mais à partir d'un, bien ce qu'on appelle l'équation d'état des gaz parfaits. Donc ça donne PV fois V sur T, donc la pression du gaz fois le volume du gaz divisé par R fois T. Bien sûr, cette formule doit être, bien les grandeurs doivent être dans le système international, c'est-à-dire pour que N, bien le gaz soit en mol, donc il faut que la pression soit en pascal, voilà. La température doit être en Kelvin, donc si vous avez la valeur de la température en degrés Celsius, on doit la convertir en Kelvin, donc oui, comment peut-on passer de Celsius en Kelvin? Oui, c'est degré Kelvin, c'est le degré Celsius plus 273. Plus 273, si vous pouvez, donc vous voulez, donc c'est 0,15. Alors le volume ici doit être en quoi? Oui, en mètres cubes, voilà, forcément doit être en mètres cubes. Donc pour que cette formule soit homogène de point de vue unité, donc il faut que la pression soit en pascal. En pascal, le volume en mètres cubes, la température en Kelvin, bien sûr R, donc ça c'est la pression, le volume, la température. Donc R c'est quoi? C'est la constante des gaz parfaits. Donc c'est une constante qui a une valeur, donc 8,314. L'unité, bien son unité, c'est pascal mètre cube, Kelvin moins 1, mol moins 1, bien mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc R, c'est la constante des gaz parfaits, la valeur de 8,314 pascal mètre cube, mol moins 1, Kelvin moins 1. Voilà, ça, donc là, ça pas la peine d'apprendre les valeurs numériques, donc il y a des exercices. Alors, donc ces 6 formules donnent, bien sûr, des 6 formules, donnent la quantité de matière en fonction des différentes grandeurs. La masse, la concentration, donc le cas des gaz, donc on parle du volume ou bien la pression ou bien même la température, donc sont les 6 formules qui donnent les quantités de matière des différentes espèces. Bien sûr, ces espèces peuvent participer dans une réaction chimique. Donc on peut avoir un gaz qui se dégage ou bien qui se consomme lors d'une transformation chimique. Bien.
Alors, ça c'est pour un rappel des formules des quantités de matière. Ensuite, donc, on aura besoin de la notion de la conductimétrie. Donc la conductimétrie, c'est-à-dire la mesure de la conductance ou bien la conductivité. Donc on a des formules bien sûr à apprendre. La conductivité ou bien la conductimétrie, c'est la mesure de la conductance ou bien la conductivité. Alors la conductance généralement est notée G, donc normalement G, donc exprime une grandeur, ou bien cette grandeur de la conductance exprime l'habilité d'une solution pour conduire le courant électrique. C'est la conductance, pour conduire le courant électrique, c'est-à-dire plus cette conductance est grande, plus cette solution est plus électrique conductrice du courant électrique. Alors ça donne, ou bien c'est l'inverse normalement de la résistance. La conductance c'est l'inverse de la résistance. L'unité ou bien l'expression de la résistance généralement d'après la loi d'Ohm donc est égale à G est égal à 1 sur I ou bien 1 sur R qui est égal à I sur U. Bien sûr, si on veut mesurer la conductance d'une solution, donc on doit utiliser une cellule conductimétrique et on peut disposer d'un ampèremètre qui va mesurer l'intensité du courant qui traverse cette solution et un voltmètre qui mesure la tension. Donc on mesure l'intensité du courant et l'intensité du courant et la tension électrique, donc on pourra calculer la résistance et par la suite la conductance. D'accord? Alors, pour G, bien la grandeur G, la conductance est donnée par Siemens, ou bien exprimée en Siemens. La résistance généralement en Ohm, donc là, c'est-à-dire que le Siemens c'est Ohm moins 1, ou bien le Ohm c'est Siemens moins 1. Tel que, donc, pour que G soit en Siemens, donc il faut que I, ou bien soit 1 soit en ampère, et la tension soit en volt. Donc c'est l'expression donnant la conductance en utilisant ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc ça, c'est exprimé, ou bien c'est exprimé par la loi d'Ohm. Donc on a, dans la précédente, on a montré qu'une solution électrolytique, c'est-à-dire une solution qui contient des ions, se comporte comme oui. Donc, quelle est la composante qui a cette grandeur qui s'appelle la résistance? C'est la composante électrique qui a la grandeur qui s'appelle la résistance, c'est le conducteur ohmique. Donc, c'est pour ça que la résistance concerne les conducteurs ohmiques. C'est-à-dire, une solution électronique et une solution électrolytique, bien sûr, pour des faibles concentrations, elle se comporte comme un conducteur ohmique, c'est-à-dire qu'elle a une résistance et par la suite elle a une conductance. C'est-à-dire qu'elle a une solution ou bien un conducteur ohmique, il y a ce qu'on appelle la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, la tension, la tension au bord d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. C'est-à-dire que U est égal à une constante fois I, donc cette constante s'appelle la résistance. D'accord? Donc, soit R est égal à U sur I, d'après la loi d'Ohm, R est égal à U dans la tension sur l'intensité, ou bien G est égal à U sur, ou bien I sur U, c'est-à-dire l'intensité du courant sur la tension. Voilà donc cette formule juste nous informe sur, ou bien nous renseigne du fait que la solution électrolytique se comporte comme un conducteur ohmique, mais ce qui nous intéresse, la relation entre la conductance et la conductivité qui a une relation avec les grandeurs chimiques qui sont la concentration. Alors, la première formule est dit dans la conductance, et la deuxième formule de la conductance, G est égal. Donc on a dit est égal soit K fois sigma ou sigma égale à K fois G. Alors quand est-ce que je peux écrire sigma est égal à K fois G, et quand est-ce que je peux écrire G est égal à K fois sigma? Selon H? Oui, selon l'unité de K. Alors, G, c'est une unité de G. C'est le Siemens, des Siemens. Heavy, c'est Siemens mètre moins 1. Donc, il y a donc sigma, il y a la conductivité. Conductivité de la solution. D'accord? Alors, G en Siemens, généralement c'est en Siemens. Sigma en Siemens,
mètre moins 1, c'est-à-dire que K doit être en mètres. Voilà, pour que la formule soit homogène. Donc, elle dit en mètres. Il y a un K en mètres, il y a un K en mètres, donc il est la constante de série. Elle dit la constante de cellule conductivité. Donc, il y a la en mètres, donc c'est G égale à K fois sigma. Alors que, donc le deuxième cas, donc on a sigma toujours en Siemens mètre moins 1, G en Siemens, alors K doit être en mètre moins 1. Donc, il y a l'unité de K, il y a la valeur de K exprimée dans une unité bien définie. Donc, K, est-ce que je peux écrire Hali ou là? Parce qu'il a fait 5 semaines, donc, alors, sigma est égal à K fois G. Si K est exprimé en mètre moins 1, ou G est égal à K fois sigma, si K est exprimé en mètre. D'accord? Alors, on a bien sûr pour la relation entre la conductance et la conductivité. Donc, ce qui nous intéresse, la conductivité, c'est bien sûr quelle relation entre la chimie et la mesure de la conductance. Eh bien, c'est la relation entre la conductivité et la concentration. Voilà, la concentration, c'est-à-dire les grandeurs chimiques, liées à la concentration, ou bien la quantité de matière chimique. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est la conductivité, ou bien l'expression de la conductivité d'une solution, donc qui est donnée par cette formule-là. Donc sigma est égal à sigma lambda xi fois la concentration effective des ions xi. Donc la conductivité liée bien sûr reliée à la conductance de la formule ou de la formule selon la valeur ou bien l'unité de K. Ou la conductivité sigma, donc c'est la conductivité de la solution. Donc toujours exprimée en Siemens mètre moins 1. Bien sûr, entre deux crochets, c'est quoi? C'est la concentration effective de l'ion, parce qu'on en parle, la conductivité, bien sûr, la conductivité d'une solution est due, bien sûr, à la présence des ions. Bien sûr, les ions et leur concentration. Alors, on appelle donc ça XI, c'est l'ion, et XI. Allez, c'est la concentration molaire effective de l'ion XI, alors que lambda. Alors, lambda XI s'appelle quoi? La conductivité molaire ionique. La conductivité molaire ionique. Bien sûr, l'unité d'IRA, c'est Siemens mètre carré mol moins 1. Voilà, c'est donc la conductivité molaire ionique, alors que Hali, bien sûr, c'est la concentration molaire effective de l'ion X. Bien sûr, exprimé en quoi? Doit être. Comment? Voilà, doit être exprimé dans le système international, c'est mol mètre moins 3, ou bien c'est le mol par mètre cube. Donc, dans le toujours de la conductivité, lorsqu'on parle de la conductivité, pour que sigma soit en Siemens mètre moins 1, donc il faut que, bien sûr, qu'elle apparaît, les lambda, les conductivités molaires ioniques. Donc, ça se trouve en mol par mètre cube. Bien sûr, généralement, pour les solutions, ou bien les ions donnés par les concentrations molaires bien exprimées en mol par litre. Comment peut-on convertir? Il y a une mol litre moins 1, le mol mètre moins 3. Comment peut-on convertir une hadi? Oui. En passant une mol par litre, le mol par mètre cube. Qu'est-ce qu'on va faire? On multiplie par 10 à la puissance? Non, attention. Mol litre moins 1, mol mètre moins 3, donc on multiplie par 10 à la puissance 3.
Parce que c'est comme si on convertit litre moins 1, mètre moins 3. Donc pour convertir le litre, le mètre cube, donc on multiplie par sa puissance moins 3, mais litre moins 1, le mol, mètre moins 3, donc on doit multiplier par sa puissance 3. Donc dans ce sens-là, bien sûr, on multiplie par sa puissance moins 3. Alors, on a cette expression de sigma. Bien sigma est égal lambda, bien sigma lambda xi, la concentration des ions xi. C'est-à-dire, bien cette formule montre que la conductivité d'une solution dépend de deux choses. Dépend premièrement de la nature des ions, parce que lambda est une caractéristique des ions. Chaque ion a sa propre lambda, sa propre conductivité molaire ionique. Bien sûr, la conductivité molaire ionique, il y a plusieurs paramètres. Il y a la taille des ions, il y a le taux d'hydratation, il y a aussi la charge. Donc, pour chercher les caractéristiques des ions, je vais faire lambda. C'est-à-dire chaque ion a la conductivité molaire ionique, c'est-à-dire plus lambda est grande, plus ma lambda ديال هاد اليوم كبيره كل ما كانت sa façon de conduire l'électricité mieux, c'est-à-dire كل ما كانت lambda كبيره كل ما كانت sigma كبيره. Alors كتكون la solution plus conductrice du courant. Alors dépend de la nature et dépend de la concentration. Donc la concentration, كل ما كانت la concentration ديال les ions qui sont présents dans la solution كبيره كل ما كانت sigma كبيره. D'accord? Donc on a sigma sur tous les ions bien sûr dans une solution aqueuse. Voilà, donc ça c'est un rappel bien sûr concernant les formules bien sûr qu'on utilisera dans la cinétique chimique. Et on a dit que donc, la cinétique chimique c'est le suivi, le suivi de l'évolution de la quantité de matière ou bien une grandeur liée à la quantité de matière. Alors lorsqu'il s'agit des solutions qui contiennent ou bien des réactions qui mettent en jeu des ions, donc on pourra suivre l'évolution de la quantité de matière en suivant la conductivité ou bien la conductance. Si, bien sûr, aussi on peut suivre l'évolution de la quantité de matière en suivant l'évolution de la concentration. Donc, bien sûr, la relation entre la concentration et la quantité de matière, on l'a fait. Aussi, on peut suivre s'il s'agit, ou bien si l'un ou bien l'une des espèces chimiques qui participent dans cette réaction sont des gaz. Donc, on peut soit suivre l'évolution du volume, c'est-à-dire la valeur du volume nous renseigne sur la valeur de la quantité de matière, ou bien aussi on peut mesurer la pression, c'est-à-dire en mesurant la pression, ou bien en suivant la pression du gaz, donc on pourra déterminer la quantité de matière. Bien sûr, ça, c'est le sujet de la cinétique chimique. Alors, cette cinétique chimique dans la première partie, donc, on va l'étudier bien sûr un support de réaction d'oxydo-réduction. Donc on doit bien sûr rappeler les réactions d'oxydo-réduction. Alors un petit rappel concernant la réaction d'oxydo-réduction et aussi bien sûr comment on peut établir l'équation d'une réaction d'oxydo-réduction. Alors les réactions d'oxydo-réduction. Les réactions d'oxydo voilà. Alors, la réaction d'oxydo-réduction, normalement, qu'est-ce qu'on a vu dans l'année précédente? Donc, c'est c'est quoi? Une réaction d'oxydo-réduction, c'est un transfert. Transfert de quoi? D'électrons. Voilà, donc c'est un transfert d'électrons ou bien un échange. Un transfert d'électrons ou bien un échange, c'est-à-dire une espèce va donner ses électrons et une espèce, bien sûr, va capter ou bien fixer ses électrons. Alors, l'espèce susceptible ou bien capable de donner des électrons au cours d'une transformation chimique, on l'appelle quoi? J'ai dit l'espèce susceptible de donner, de perdre. C'est l'espèce qui perd les électrons, s'appelle un réducteur. Voilà, donc elle doit là, le réducteur. Le réducteur. Donc c'est quoi? Donc c'est une espèce chimique capable de perdre ou bien donner un ou plusieurs
électrons au cours d'une transformation chimique. Donc, toute espèce susceptible ou bien capable de donner un certain nombre d'électrons, soit un ou plusieurs électrons, donc ça s'appelle un réducteur. Alors, l'autre type s'appelle H. Bien sûr, puisqu'on a une espèce qui donne les électrons, bien sûr, forcément, donc il y a une espèce qui garde ces électrons, donc ça s'appelle l'oxydant. Alors, l'oxydant, c'est quoi? L'oxydant, donc c'est une espèce chimique. Espèce chimique capable de fixer ou bien capter un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique. Aussi, donc on parle de le fait de perdre les électrons, donc ça s'appelle H. Donc le fait de perdre, voilà, c'est l'oxydation. Donc il faut bien distinguer entre l'oxydant et l'oxydation. Donc l'oxydation, c'est une réaction, c'est une transformation dans laquelle l'espèce chimique, l'oxydation, c'est perdre les électrons, tout simplement c'est la perte d'électrons. Voilà, d'électrons. Il y a une espèce chimique au cours d'une transformation chimique qui perd les électrons, donc elle est oxydée. Alors, le contraire, c'est la réduction. Donc, la réduction, c'est le fait de gagner les électrons. Donc, la réduction, c'est le fait de gain d'électrons. Le gain d'électrons. Le gain d'électrons. Voilà. Donc, une espèce chimique, ou bien qui gagne les électrons au cours d'une transformation chimique, donc on dit que cette espèce s'est réduite. D'accord? Alors, le réducteur, l'oxydant, l'oxydation, la réduction. Ensuite, donc, on définit c'est quoi un couple. Alors, c'est quoi un couple oxydant-réducteur? Donc, c'est un ensemble formé par l'oxydant et son réducteur conjugué. Donc chaque oxydant a son réducteur. C'est-à-dire, l'oxydant, c'est une espèce susceptible de gagner les électrons. Lorsque l'oxydant gagne un certain nombre d'électrons, il se transforme en quoi? En son réducteur conjugué. Et aussi le réducteur, lorsque le réducteur perd un certain nombre d'électrons, il se transforme en son oxydant conjugué, c'est-à-dire deux espèces. Alors, deux espèces A et B, oui, deux espèces. Quand est-ce que deux espèces forment un couple oxyrène ou bien oxydant-réducteur? Lorsqu'on passe de l'oxydant vers le réducteur ou bien du réducteur vers l'oxydant, en gagnant ou bien en perdant des électrons, tout simplement. Donc, tout oxydant et tout réducteur peuvent former un couple, non. Donc, lorsque le passage entre l'oxydant et le réducteur se fait par gain ou bien perte d'électrons. Donc voilà le couple oxydant. Le couple oxydant réducteur. Donc le couple oxydant réducteur, généralement noté ox-rène. Alors chaque couple oxyrène, bien sûr qu'il est, ou bien on lui associe, chaque couple on lui associe H, une demi-équation, ou bien l'écriture qui traduit ce passage entre l'oxydant et le réducteur conjugué. Donc on l'appelle H, on l'appelle une demi-équation d'oxydo-réduction. Alors chaque couple oxydant-réduction, donc un réducteur, bien sûr,
chaque couple, on lui associe une demi-équation. Donc c'est écrit sous la forme ox plus n e moins donne rêve. C'est-à-dire, soit dans des conditions où il se peut que l'oxydant gagne un certain nombre d'électrons et se transforme en son réducteur, et dans d'autres conditions, donc le réducteur peut perdre un certain nombre d'électrons et donne l'oxydant. C'est-à-dire, c'est de flèche traduit la possibilité de passer soit de l'oxydant vers le réducteur en gagnant des électrons, ou bien du réducteur vers l'oxydant en perdant des électrons. Donc ça s'appelle bien sûr une demi-équation d'oxydoréduction. Alors après cette définition, donc l'objectif, bien notre objectif, la réaction d'oxydoréduction, c'est de comment peut-on établir une équation d'oxydoréduction. Alors, ce qu'on appelle l'équation de la réaction ou bien l'équation d'oxydoréduction. Donc l'équation d'oxydoréduction. Alors, l'équation d'oxydoréduction, normalement, c'est une combinaison entre deux demi-équations. Alors, il faut savoir que, bien sûr, au cours d'une transformation ou bien au cours d'une réaction d'oxydoréduction, donc, dans une réaction d'oxydoréduction, interviennent deux couples. Et pour l'équation ou bien pour la réaction d'oxydoréduction, il faut faire juger le couple, tel que l'oxydant d'un couple réagit avec le réducteur de l'autre couple. L'oxydant qui fait le réducteur. Donc, un oxydant lié à un couple réagit avec le réducteur d'un autre couple. Donc, supposons que dans une réaction chimique participent les deux couples OX1, RED1 et OX2, RED2. Si par exemple dans ce couple, l'oxydant est le réactif, bien sûr le deuxième couple, le réactif c'est le réducteur, forcément. Parce que l'oxydant lié le couple réagit avec le réducteur lié le deuxième couple. Ou bien cet oxydant peut réagir avec RED1. Donc le réactif, un oxydant lié un couple et un réducteur d'un autre couple. Alors pour écrire ou bien établir l'équation d'une réaction chimique, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit combiner les deux demi-équations associées à chaque couple. C'est-à-dire qu'on doit tout d'abord écrire la demi-équation associée à chaque couple, puis les combiner. Alors, supposons par exemple, on considère la réaction, maintenant, réaction entre OX1 et RED2. Alors, on écrit les deux demi-équations associées à chaque couple, bien sûr, afin de les combiner. Alors, pour la première demi-équation, bien sûr, on a OX1 qui est le deux couples, OX1, RED1. Alors, on a OX1, RED1. Alors, pour écrire la demi-équation, toujours, on doit l'écrire dans le sens de la réaction. C'est-à-dire, en commençant de côté à découvrir le réactif, que ce soit un oxydant, que ce soit un réducteur. Donc, bien sûr, selon ce qu'on a fait donner. Alors, on fait réagir l'oxydant avec le réducteur. L'oxydant avec le réducteur. C'est-à-dire, le couple qui est terminé OX1, donc, on va dire de faire de côté. Alors, on va dire OX1, deux flèches, RED1. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, on doit la demi-équation, on doit équilibrer l'élément chimique. Fait l'élément commun, fait l'oxygène ou fait l'hydrogène. Donc, on a l'élément commun en équilibre en utilisant des coefficients stoichiométriques. L'oxygène en équilibre comment? En ajoutant les molécules H2O et en équilibre l'hydrogène en ajoutant des ions H+. Donc, le cas général, on met ce qu'on appelle dans un milieu acide. Et finalement, c'est-à-dire on doit équilibrer l'élément chimique et équilibrer les charges. Bien sûr, les charges sont équilibrées en ajoutant des électrons toujours du côté de l'oxydant. Parce que par définition, l'oxydant, c'est l'espèce chimique capable de capter, c'est-à-dire le côté défait l'oxydant, donc à découvrir les électrons, c'est-à-dire de façon générale, une demi-équation peut s'écrire sous la forme OX1 plus un certain nombre Smith N1, un certain nombre des électrons. Alors, regardez la première demi-équation. Ensuite, on passe à la deuxième demi-équation, bien deuxième couple. Toujours, on commence par
bien sûr, on doit écrire l'équation dans le sens de la réaction, c'est-à-dire commençons par le réactif. Alors, on a la première, ou bien le premier couple, OX1, c'est le réactif. Alors, la deuxième demi-équation, donc on va dire le réactif, RED2, parce que OX1 est RED2. Alors, quand on dit RED2, quand on dit de flèche, on dit OX2. بنفس la procédure, équilibrer l'élément chimique, équilibrer l'élément commun, tout d'abord, équilibrer l'oxygène, équilibrer l'hydrogène, et finalement, équilibrer les charges en ajoutant toujours les électrons à côté de l'oxygène. Donc, les électrons à de côté. Alors, on s'y met où N2, E-. Alors, on écrit les deux demi-équations, et pour, bien sûr, combiner les deux demi-équations afin d'avoir l'équation bilan, il faut tout d'abord normaliser le nombre des électrons. Donc, c'est-à-dire le nombre des électrons, il faut le normaliser. On a N1, on a N2. Et le cas général, c'est on doit la multiplier par N2. Ou la demi-équation, on va la multiplier par N1. Parce que on a N1, donc on va N1. On a N2, donc on va N2. De façon que, on va N2, donc on va la demi-équation, on va dire N1, N2 électrons, on fera la deuxième demi-équation N1, N2, c'est-à-dire le nombre équilibré, ou bien normalisé, puis que je vais monter par côté. Donc, c'est-à-dire l'équation bilan est de type N2 OX1 plus N1 RED2 donne N2 RED1 plus N1 OX2. Donc, l'équation bilan c'est sous cette forme. Bien sûr, c'est le cas général. Et on va essayer de faire des exemples. On va trouver des exemples où on peut appliquer la méthode, bien sûr, pour établir l'équation bilan. Alors, on a pris quelques exemples. Voilà, exemple. Deux exemples pour appliquer. Exemple. Alors, un exemple, la réaction. Entre, par exemple, réaction entre, par exemple, S2O3 2-, donc l'ion thiosulfate, et par exemple, je trouve Cl ou bien MnO4-, l'ion permanganate et l'ion S2O3 2-. Donc là, qu'est-ce qu'on doit savoir? Donc on doit voir les couples. Alors les couples à l'intérieur. Donc les couples mis en jeu sont MnO4 moins Mn de plus, d'accord? Et par exemple SO2, S2O3 2-. Supposons. Bien. Alors, on va essayer d'établir la demi-équation ou bien l'équation bilan de cette réaction. C'est-à-dire la réaction entre MnO4-, qui est l'ion permanganate, et l'ion S2O3 ou bien l'ion thiosulfate. Alors, on va essayer d'appliquer ce qu'on a vu. Alors, on a pour chaque couple,
Oui, on doit écrire Une la demi-équation. demi-équation afin de les combiner, ou bien rassembler pour avoir l'équation bilan. Alors commençons par le premier couple, mn au 4 moins mn de plus. Alors on doit écrire l'occident et le réducteur des deux côtés des deux flèches, mais dans le sens de la réaction, c'est-à-dire dans le sens de la réaction, le réactif, le produit. Alors, le couple mn au 4 moins mn de plus, quel est le réactif? C'est mn au 4. voilà, le réactif est S2 de moins fait le couple, ou mn au 4 moins fait le couple. Alors, on va dire mn au 4 moins deux flèches mn deux flèches mn de plus. Alors là, pour équilibrer cette équation, il faut tout d'abord équilibrer l'élément chimique. Donc l'élément chimique, commençons par l'élément en commun, puis l'élément oxygène, puis l'élément hydrogène, puis les charges. Alors, pour l'élément en commun, je peux avoir l'élément commun là, c'est le manganèse. Alors on a un atome de manganèse ici, on a un atome, c'est-à-dire équilibré. Ensuite, une l'élément chimique, l'élément en commun, donc on doit passer l'oxygène. Je l'oxygène de côté 4. Ici, donc comment peut-on équilibrer l'oxygène? En ajoutant, voilà, en ajoutant des molécules H2O, le côté qui manque notre oxygène. Alors on doit ajouter 4H2O parce qu'on a 4 atomes de l'oxygène là. Donc il manque 4 atomes d'oxygène, alors on doit ajouter 4 molécules H2O. L'élément commun, l'oxygène, puis l'hydrogène. Alors on doit équilibrer l'hydrogène par l'ajout des ions H+. Alors ici combien d'atomes d'hydrogène? Il y en a. Alors de côté on a 8. On a comment on équilibre l'hydrogène en ajoutant des ions H+. De côté je vais ajouter 8 H+. Donc l'élément commun, l'élément commun, sauf bien l'oxygène et l'hydrogène. Donc vous voyez qu'il équilibre en utilisant des coefficients stoichiométriques. Ensuite, on passe à équilibrer l'oxygène en ajoutant des molécules H2O. Ensuite, on équilibre l'hydrogène en ajoutant des ions H+. Et finalement, on équilibre les charges. Alors, on doit sommer la charge totale faite de côté, puis la charge totale faite de côté, pour conclure, pour déduire le nombre des électrons à ajouter toujours du côté de l'Occident. Alors ici, quelle est la charge totale? C'est plus 7, parce qu'on a moins 1, plus 8, parce que 8 plus, moins, plus 7. Fait de côté, on a 2 plus. Alors la différence entre, même 7 plus, ou bien plus 7 et plus 2, c'est les. Alors plus 7 moins plus 2, ça fait 5. Alors on doit ajouter combien d'électrons? 5 électrons, soit plus 7 moins plus 2, ou bien 2 moins 7, les deux cas, soit dans le cas moins 5, soit plus 5, donc je peux déduire le nombre des électrons à ajouter, c'est-à-dire que je dois ajouter combien? 5 électrons du côté de l'Occident. Donc, le côté du fait, l'Occident Mn de 4 moins, vous voyez les électrons, les 5 électrons à ajouter. Voilà. Donc, et on obtient ainsi l'équation, ou bien la demi-équation associée au couple Mn de 4 moins Mn de plus. Alors, le même travail, donc, on va le faire avec le deuxième couple. Le deuxième couple, les voies SO2, S2O3, 2 moins. Alors, SO2, SO3, 2 moins. Donc, quelle est l'espèce réactive? C'est le thiosulfate SO3, 2 moins. Qui réagit معنا. Alors, من هذا الكوبل هذا هو الرياكتيف ومن هذا الكوبل هذا هو الرياكتيف. C'est-à-dire que je dois commencer par S2O3, 2 moins, 2 flèches, SO2. Alors, la même procédure, donc je dois équilibrer l'élément en commun qui est le soufre. Voilà. Donc, combien d'atomes de soufre de côté? 2 atomes. Ici, 0, on ajoute. quoi 0? Donc, 1 atome. Donc, on doit. Comment peut-on équilibrer l'élément commun? En multipliant par des coefficients. C'est-à-dire que je dois multiplier par 2.
de SO2. Donc une fois l'élément chimique en commun est équilibré, je dois passer à équilibrer l'oxygène. Donc je vais l'oxygène de côté. Alors 3 atomes d'oxygène, ici 4, parce qu'on a 2 fois 2, ça fait 4. Donc fait de côté 4, fait de côté 3, alors il manque un atome d'oxygène qui manque, alors on va l'équilibrer en ajoutant H2O, bien sûr, fait de côté qui manque H2O, donc plus H2O. D'accord? Et finalement, ou bien avant de finir, donc on doit équilibrer. Avant de donc c'est l'hydrogène. Je vais l'hydrogène là. 2. Donc 0. Donc on doit équilibrer l'hydrogène en ajoutant H. Alors plus 2, H plus. D'accord? Et finalement, on doit équilibrer les charges. Quelle est la charge totale ici? C'est moins 2. Voilà, 2 moins. De côté, c'est plus 2. Alors, la différence entre moins 2 et plus 2, c'est 4. On va dire moins 2, moins 2, ça fait moins 4, ou bien 2 moins 2, ça fait 4. On a la différence. Alors là, on doit ajouter 4 électrons, bien sûr, à côté de l'oxydant qui est SO2. Alors SO2, là, les isotères 2, bien pardon, 4, 1. Voilà. Et on obtient ainsi la deuxième demi-équation, bien sûr associée au couple SO2, SO3, 2 moins. Et bien sûr, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On va essayer de combiner, mais je dois normaliser le nombre des électrons. Alors, la première demi-équation, on a 5 électrons. La deuxième demi-équation, on a 4 électrons. Donc, on doit chercher le plus petit multiple commun d'IL 5 au 4. Bien sûr, c'est le plus petit, c'est 20. Ok, chez coefficient chez multiple, il sera le 20. Donc, on doit multiplier la première demi-équation fois 5. Alors, la deuxième demi-équation fois. Pardon. 20 fois 4, fois 10 fois 5. Parce qu'on a 4, on a 4, on a 5, on a 5. Et je fais la somme. Donc, je vais sommer ou bien côté par côté. Je mets un juge. Donc ça va donner 4 NN au 4 moins plus 20 ou bien 4 fois 8 ça fait 32 H plus 5 S2 au 3 de moins bien sûr sans faire apparaître les électrons plus 5 H2O donc ça les donne de côté donne 4 NN de plus 4 fois 4 ça fait 16 H2O plus oui donc je veux dire 5 fois 2 ça fait 10 SO2 5 fois 2 plus 10 H plus et voilà donc la demi vient de son bilan donc une dernière vérification donc on va essayer de simplifier les espèces donc on voit bien que on a 32 H plus fait de côté, on a 10 H plus fait de côté. Donc je peux simplifier ces 10 H plus. Donc je vais aller par là, 22. De même, donc on a 5 H2O, on a 16 H2O. Donc je peux simplifier ces 5 H2O pour tout aller là 11. Et bien sûr, on obtient l'équation finale. Donc 4NN au 4 moins plus 22 H plus 5 S2 au 3 de moins nous donne 4 NN de plus 11 H2O plus 10 SO2. Voilà l'équation bilan de la réaction entre les ions thiosulfate S2O3 de moins et sur les 5 et bien sûr les ions carbone-galate ou bien les ions MnO4 moins. Prenons un autre exemple. Par exemple, on retrouve
oxygénés, donc les ions nitrate, réaction entre les ions nitrate, NO3- et H2O2. Donc, il y aura l'eau oxygénée. Alors, il faudra les couples. Alors, je vais vous donner les couples. Alors, pour le NO3-, donc le couple doit NO3 moins NO pour H2O2, donc O2, H2O2. Donc on va essayer d'équilibrer ou bien d'établir l'équation bilan. Donc le la façon, donc on va écrire les deux demi-équations associées à chaque couple, puis déduire l'équation bilan. Alors, pour le premier couple, les OA, donc prenons H2 ou bien O2, H2O2. Alors, je dois commencer par donc c'est H2O2. H2O2 donne O2. Alors, normalement, il n'y a pas d'éléments communs. On a des éléments communs qui équilibrent des coefficients stoichiométriques ou normalement l'oxygène et l'hydrogène. Alors là, on a un élément commun, donc je dois passer à équilibrer l'oxygène. Donc l'oxygène, on a donc déjà équilibré. Donc passons ensuite l'hydrogène. L'hydrogène là, 2. On a 0. Donc on doit équilibrer l'hydrogène vers H. Donc je dois ajouter 2H+. 2H+. Et finalement, donc je dois équilibrer les charges. La charge totale alors 0, on a 2 plus. Donc la différence entre 0 et 2 plus c'est 2. C'est-à-dire qu'on doit ajouter 2 électrons à côté de l'oxydant qui est O2. Donc vers le côté des O2, donc je dois ajouter 2 électrons. Ça, c'est pour la première demi-équation. Maintenant, la deuxième demi-équation associée au couple NO3 moins NO. Alors, par quoi je dois commencer? NO3-. Donc, NO3- parce que c'est une réaction. Nous donne NO. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Équilibrer l'élément en commun. Est-ce qu'il y a un élément commun? Oui. Oui, il y a l'azote. C'est-à-dire l'azote là. Donc, un seul atome. Ici, un seul atome déjà équilibré. Ensuite, j'équilibre l'oxygène. C'est-à-dire l'oxygène là. 3. On a un seul atome, c'est-à-dire qu'on doit ajouter 3 H. Pardon, 2 H, parce qu'on a 3. On a 1. Donc la différence c'est 2. Alors on doit ajouter de l'autre côté 2 H2O. Ensuite, j'équilibre l'hydrogène. C'est-à-dire l'hydrogène là. On a 2 fois 2, ça fait 4. Donc 4 atomes d'hydrogène qui manquent, c'est-à-dire 4 ions H+ à ajouter. Faire le côté. Donc 4 H+. Et finalement, je dois équilibrer les charges. La charge totale de l'autre côté. Donc on a moins, 4+, ça fait plus 3. On a 0. Donc la différence entre 4 ou bien 3 plus et 0, c'est ça veut dire qu'on doit ajouter combien d'électrons? 3 électrons à côté de l'oxydant du NO3- plus 3 électrons. Voilà la demi-équation associée au couple NO3- NO. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait finalement? On doit bien sûr rassembler ou bien combiner les deux demi-équations en normalisant le nombre des électrons. Alors, la première demi-équation, combien d'électrons? 2. La deuxième, on a 3. Alors, on doit multiplier la première demi-équation fois 3, alors que la deuxième fois 2.
côté par côté. Alors, 3 H2O2 plus, oui, 2NO3 moins plus 8H plus donne 3O2 plus 6H plus 6H plus, donc le deuxième de l'équation, plus 2NO plus 4H2O. Alors, il faut donc une dernière vérification si on a des espèces à simplifier, oui, et H plus 8, H plus 6H plus, je peux les simplifier par 2 et on obtient, donc les espèces qu'on peut les simplifier sont soit H plus, soit H2O, soit H en moins, si on a. Alors ça donne finalement 3H2O2 plus 2NO3 moins plus 2H plus donne 3O2 plus 2NO plus 4H2O. Voilà l'équation bilan de la réaction entre les ions nitrate NO3- et l'eau oxygène. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien, donc ajoutons un dernier exemple concernant la réaction qui s'effectue dans un milieu basique. Oui, voilà, donc l'équation voilà deux équations, bien deux réactions qui s'effectuent dans un milieu acide, puisque dans l'équation figure des ions H+. Donc on a le milieu, c'est-à-dire la réaction avec MnO4- et SO3 dans un milieu acide. Il y a le H+, donc la réaction ne peut pas s'aboutir. Donc on doit enrichir le milieu par des ions H+. De même pour Hadid. Donc là aussi cette réaction s'effectue dans un milieu basique, acide. Alors on va essayer de voir, oui. La nature du milieu est toujours précisée dans la question. Oui, soit elle est précisée, sinon donc c'est automatiquement dans un milieu acide. Si la réaction s'effectue dans un milieu basique, voilà, par défaut la réaction s'effectue dans un milieu acide. Surtout la réaction d'oxydoréduction. Donc il doit mentionner si la réaction dans un milieu basique, comme ceci. Alors la réaction qui m'arrive, c'est la réaction de dichlore dans un milieu basique. La réaction de dismutation de dichlore. Cl2 dans un milieu basique. Alors, qui dit milieu basique, ou bien un milieu acide, normalement c'est un milieu riche en ions H+, un milieu acide c'est un milieu riche en ions H-. Donc on a à dire la différence entre un milieu acide et un milieu basique. Acide, c'est-à-dire riche en H+, dans l'équation doit figurer les ions H+, dans un milieu basique, donc l'équation qui s'effectue dans un milieu basique, donc si on a H au moins, merci je prends H+, merci je prends H au moins, allez d'une part. On a la réaction de dismutation, donc c'est quoi une réaction de dismutation? C'est voilà, donc une espèce, ou bien c'est une réaction tout d'abord d'oxydoréduction particulière. C'est une réaction d'oxydoréduction particulière dans laquelle une espèce chimique réagit avec elle-même. C'est-à-dire, cette espèce joue à la fois le rôle d'un oxydant et un réducteur. D'accord? Parce que dans une réaction d'oxydoréduction, donc un oxydant réagit avec un réducteur. L'oxydant d'un couple réagit avec le réducteur d'un autre couple. Dans le cas particulier, donc l'espèce joue à la fois un oxydant, un couple, et un réducteur dans un autre couple. Donc ça s'appelle une réaction de dismutation. Donc on a rien de réaction d'oxydoréduction, l'effet de dismutation. Alors, les couples, bien sûr, là, donc on vous donne les couples Cl2, Cl- et Cl-
Cl2, c'est-à-dire l'ion, le dichlore, l'ion chlorure, un l'ion hypochlorite avec le dichlore. Alors ici, quels sont les réactifs? Donc la réactif de chaque couple sont le dichlore et le dichlore. Le dichlore, du couple, doit jouer le rôle d'un oxydant et le dichlore, du couple, va jouer le rôle d'un réducteur. C'est-à-dire le dichlore réagit avec le dichlore. C'est une réaction d'oxydoréduction, la dismutation. Mais dans un milieu basique. Alors là, pour établir les demi-équations, si le milieu est basique, normalement, c'est-à-dire les mêmes étapes à effectuer. C'est-à-dire les mêmes étapes, équilibrer l'élément commun, équilibrer l'oxygène en ajoutant des molécules H2O, équilibrer l'hydrogène en ajoutant des ions H+. Ou bien sûr, équilibrer les charges. Donc, on se tel quelque chose. Il y a un milieu basique, donc je dois neutraliser les ions H+. Comment? En ajoutant des ions HO. Voilà, في الاخر كنزيد شحال ما عندي ديال لي زيون H بون. هذا اذا كان عندي في لا دومي ايكواسيون دي زيون H+. اذا ما عنديش دونك غندير والو. فهمنا؟ اذا كان لي دون ان ميليو بازيك دونك ملي كندير ليكواسيون عادي اذا بان لي في لا دومي ايكواسيون بان لي فيها دي زيون H+, 3 ولا 2 ولا 1, donc je dois les neutraliser. Comment? Je dois ajouter des ions H au moins sur les deux côtés de la demi-équation, de telle sorte que chaque ion H+, un ion H au moins donne quelqu'un H+, ce qu'on appelle neutraliser les ions H+. Alors on va essayer d'appliquer ça, cet exemple. Alors pour le couple Cl2, Cl-, alors la même procédure, Cl2, Cl-. Alors par quoi je dois commencer? Oui, Cl2, parce que c'est lui le réactif. Cl2 donne Cl-. La même procédure, équilibrer l'élément commun. Oui, oui, donc l'élément commun c'est le chlore. Il y a deux atomes de chlore, il y en a un. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Derrière l'élément commun, on l'équilibre, on multiplie par des coefficients stoichiométriques. Alors 3, 2. Alors Cl2, on a 2, Cl-. Ensuite, on passe à l'oxygène, pas l'oxygène, l'hydrogène, pas l'hydrogène, donc on passe les charges. Donc à la charge totale, on a 0 ici, 2 moins. La différence entre 0 et 2 moins, c'est 2. Donc ce soit moins 2 ou bien plus 2, le moyen pour 2. Et bien sûr, on doit ajouter 2 électrons à côté de qui est Cl2. Donc Cl2 voit l'oxydant. Donc le côté de Cl2, donc on doit ajouter 2 électrons, c'est-à-dire Cl2 plus 2 mot. Donc j'ai fini la demi-équation qui est. Est-ce que je vais ajouter H au moins? C'est-à-dire H au moins donc je n'ai H+, donc je ne vais rien faire. Ça, il y a la demi-équation. Ou là, il y a la demi-équation établie, ou fait H quoi? Fait H+, donc c'est neutralisé. Alors passons à la deuxième demi-équation. La deuxième demi-équation, les associés au couple Cl au moins, Cl2. Alors, par quoi je dois commencer? Alors Cl2, toujours par le réactif. Cl2, Cl au moins. Toujours la même procédure. Équilibrer l'élément en commun. Alors quel est l'élément en commun ici? C'est le chlore. Combien d'atomes de chlore? 2. Ici, 1. Alors par quoi ou bien comment je dois équilibrer? En multipliant par 2. Donc je vais multiplier par 2 ici. Alors l'élément commun est équilibré. Passons maintenant l'oxygène. Regardez l'oxygène là. Ici, ici, 2. Alors 2 atomes d'oxygène. Comment peut-on équilibrer l'oxygène en ajoutant H2O de côté? Donc je dois ajouter 2 H2O. Ensuite, équilibrer l'hydrogène. L'hydrogène là, on a, vous n'avez pas équilibré. Alors je dois ajouter 4 H+. Et finalement, je vais ajouter des électrons pour équilibrer les charges. La charge totale est dite ici 0, ici 2. Alors on a 2 moins plus 4 plus. 2 moins 4 plus, il y a plus 2. Alors la différence entre plus 2 et 0, c'est 2. Alors je dois ajouter 2 électrons du côté de l'oxydant, c'est-à-dire du côté Cl au moins et du côté, je vais ajouter 2 électrons. Voilà donc la demi-équation. Si
les choses vont normal. Mais, dans un milieu basique, je dois faire attention. Est-ce qu'il y a des ions H+ sur la demi-équation? Oui, donc on a des ions H+. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les neutraliser. C'est-à-dire, je vais ajouter, oui, des ions H en moins. Combien d'ions H je dois ajouter? Oui, pour neutraliser les 4 H+, on doit ajouter 4 H en moins. De côté, plus 4 H en moins, ou de côté. Pour ne pas perdre l'équilibre de la demi-équation. Le rôle, c'est de neutraliser et éliminer les ions H+ vers le côté. Alors, dès que 4H+ ou 4H en moins, voilà, je joue maintenant 4H2O. 4H2O. Alors, je vais étaler, c'est-à-dire Cl2 plus 2H2O plus 4H en moins nous donne 2Cl en moins plus 4H2O plus 2 électrons. Oui. Mais la dernière vérification, on a 2H2O là ou 4H2O. Alors on va les simplifier, on va les dire. Donc finalement, on a la demi-équation, je vais là. Cl2. 2 Cl2. Non, pourquoi 2Cl2? Non, là, juste, je vais rien, mais la demi-équation. Plus 4H. Oui, plus 4H en moins, 2 flèches, 2Cl au moins, plus 2H2O, plus 2 Cl. Voilà, la demi-équation associée au couple Cl au moins Cl2 dans un milieu basique. Et bien sûr, finalement, donc je vais, pour avoir, ou bien établir l'équation bilan, donc je vais combiner. Je vais combiner cette demi-équation et celle-là. Bien sûr, j'ai dit. Donc, mais tout d'abord, je dois normaliser le nombre des électrons. Alors, la première demi-équation, on a 2 électrons. La deuxième, on a 2 électrons. Donc, le nombre des électrons transférés est équilibré. Donc, je vais tout simplement sommer. Alors, je mets côté par côté. Donc, je suis parce que déjà, donc, oui. Alors, Cl2 plus Cl2, ça fait 2Cl2. Plus 4H en moins nous donne 2Cl au moins, 2Cl moins, plus 2Cl en moins, plus 2H2O. Voilà, donc c'est l'équation bilan, mais on peut simplifier par l'équation bilan. Donc, est-ce que je peux simplifier? Soit je peux éliminer les espèces, les réactions des produits, ou bien je peux simplifier par les coefficients. Alors, on a 2, 4, 2, 2, 2. Alors, on peut simplifier par 2. On a 2, on a 2, 2, 2. Alors, ça donne Cl2 plus 2H en moins donne Cl moins plus Cl en moins plus H2O. Voilà. Donc là, l'équation bilan, bien sûr, de la réaction de dismutation de dichlore dans un milieu basique. Ça y est, c'est bon? Des questions? Bien. Alors maintenant, on va essayer d'introduire la cinétique chimique. Oui? Donc la cinétique chimique, il voit le suivi temporel d'une réaction chimique. Bien. Alors là, la cinétique chimique, c'est le suivi temporel, c'est-à-dire suivi en fonction de temps, de quoi? Voilà, oui, suivre temporellement, ou bien le suivi temporel d'une réaction chimique, c'est de suivre l'évolution de la quantité de matière en fonction de temps. Bien sûr, la cinétique chimique, l'objectif c'est bien sûr, c'est un traitement, il y a des graphes. Je vois le graphe qu'on va
traiter afin de déterminer deux grandeurs cinétiques de la réaction chimique, la vitesse d'une réaction et le temps de demi-réaction. La vitesse volumique de la réaction et le temps de demi-réaction. Donc, pour bien sûr pouvoir déterminer bien sûr ces deux grandeurs, bien sûr les grandeurs cinétiques, donc il nous faut la courbe qui représente l'avancement x en fonction de temps. La courbe, bien sûr, la courbe qui représente l'évolution de x. X c'est quoi? C'est l'avancement de la réaction en fonction de temps. Alors comment peut-on tracer ou bien établir la courbe représentant x est égal à f de t ou bien x en fonction de temps? Alors on doit avoir des mesures. Donc on doit mesurer pour des différentes dates ou bien différents instants les différentes valeurs de x. Il y a un tableau de mesure dit x à chaque instant à plusieurs valeurs de x pour plusieurs valeurs de t afin de tracer la courbe. Donc tracer la courbe bien. Donc ce qui nous intéresse la cinétique chimique, c'est la courbe x est égal à f de t. Normalement, sur le plan expérimental, donc on ne peut pas directement mesurer x. Donc x est une grande ligne théorique qui exprime en quelque sorte une quantité de matière consommée lorsqu'il s'agit d'un réactif ou bien un apport de la quantité de matière formée d'un produit. Donc je vois x, donc il compte le tableau d'avancement, il y a une idée, elle a la quantité de matière consommée, bien sûr en fonction du coefficient stoichiométrique lorsqu'il s'agit d'un réactif, ou bien il y a la quantité de matière formée, bien sûr en fonction aussi du coefficient stoichiométrique pour un produit. Mais maintenant, on ne peut pas, donc c'est une valeur théorique. Alors pour la déterminer, ou bien déterminer cette valeur de x pour les différentes valeurs de t, on doit mesurer h. Parce que x est lié à quoi? À la quantité de matière. Parce que vous avez, bien sûr, x qui a la quantité de matière consommée ou bien la quantité de matière formée. Généralement, on a la quantité de matière. C'est-à-dire, si on réussit à mesurer la quantité de matière à un instant donné, alors à l'aide du tableau d'avancement, on peut déterminer x à cet instant. C'est-à-dire, mesurer x à un instant donné revient à mesurer h, la quantité de matière. Alors, la mesure de la quantité de matière permet la détermination de x à un instant donné. On a des mesures à plusieurs instants. Alors, il y a la relation entre x et la quantité de matière, il y a le tableau d'avancement. Tableau d'avancement. Bien sûr, tableau d'avancement en fonction de l'équation de la réaction, des coefficients stoichiométriques. Et pour la mesure de la quantité de matière, comment peut-on mesurer la quantité de matière? Soit un réactif, soit un produit. Donc on doit définir les formules, donc les grandeurs liées à la quantité de matière. C'est-à-dire, on peut soit mesurer la concentration de l'espèce. Alors la mesure de la concentration à un instant donné permet de déterminer la quantité de matière et par la suite déterminer x. Alors, je suis à n ou x, c'est n égale à x. Très bien. Donc, n égale la concentration fois V. D'accord? Donc, cette formule, bien sûr, on a les formules, les 6 formules qu'on a établies avant le début de la leçon, parce qu'on aura besoin de cette formule, la quantité de matière. C'est pas grave. Alors, c'est-à-dire si, donc, avec l'espèce, la quantité de matière se trouve dans une solution, on peut mesurer sa concentration. À votre avis, comment peut-on mesurer la concentration d'une espèce chimique afin de déterminer la quantité de matière à l'aide de cette formule, afin de déterminer X? Non. De façon générale, il y a des conductivités. Si l'espèce est un ion, mais de façon générale, oui, c'est le titrage, c'est le dosage par titrage. C'est-à-dire, déterminer la concentration d'une espèce en solution, c'est le dosage. Déterminer la concentration d'une espèce en solution, c'est le dosage. Si ce dosage se fait par, ou bien en effectuant une réaction chimique totale, rapide et univoque,
Donc ça s'appelle un dosage par titrage. Donc de façon générale, la détermination de X se fait par dosage. Il y a de nouvelles techniques de mesure. Dosage. Il y a le dosage au cours d'une réaction chimique. Au cours d'une réaction chimique, le dosage d'une espèce chimique dans le mélange réactionnel, dosage d'IRA, donc permet de déterminer sa concentration, bien sûr à l'aide de la relation d'équivalence. Et la concentration permet la détermination de la quantité de matière à l'aide de cette formule. Et la quantité de matière peut être déterminée X à l'aide du tableau d'avancement. Il y a une relation entre la quantité de matière et X dans le tableau d'avancement. On peut aussi mesurer, c'est-à-dire mesurer le volume. Donc on peut mesurer le volume V, bien sûr lorsqu'il s'agit d'un gaz. Alors, là, donc ça s'appelle comment peut-on mesurer le volume? Bien sûr, c'est la volumétrie. La volumétrie désigne la mesure du volume d'un gaz lorsqu'il s'agit bien sûr un gaz en évolution, c'est-à-dire un gaz soit un réactif ou bien un produit. Donc en mesurant le volume du gaz, on pourra déterminer la quantité de matière, et la quantité de matière de le gaz nous permet de déterminer X à un instant donné ou bien plusieurs instants, afin l'objectif c'est de tracer cette courbe. X en fonction de temps. Pour tracer ces courbes, donc on doit avoir plusieurs valeurs de X, plusieurs valeurs date. Alors, je suis à la X, N ou V, bien sûr c'est. Donc on peut définir la relation N, soit V à la Vn, donc généralement le volume sur le volume molaire, ou bien PV sur RT. Ou bien même on peut mesurer la pression. Aussi, donc toujours le cas d'un gaz. Donc la pression d'un gaz s'appelle, ou bien la mesure de la pression s'appelle la pressiométrie. Alors la pressiométrie désigne la mesure de la pression d'un gaz, soit un gaz dégagé, un produit, ou bien un gaz consommé lorsqu'il s'agit d'un gaz réactif. Alors, la relation entre la pression et la quantité de matière, c'est. La relation qui relie la pression et la quantité de matière, c'est l'équation d'état des gaz parfait, ligne M est égale à PV sur RT. Et une dernière mesure, bien sûr, là, on a rassemblé toutes les techniques de mesure qui permettent de déterminer X en fonction de temps. Donc la dernière, c'est la détermination de sigma. Sigma, la conductivité ou bien la conductance. Alors, dans ce cas, quand est-ce qu'on peut procéder la conductimétrie? Bien sûr, lorsque il y a une solution ou bien une espèce en solution, et une espèce en solution, on peut mesurer sa concentration en faisant le dosage. La volumétrie, pressiométrie, bien sûr, et pour les gaz, si par exemple on veut suivre l'évolution de la quantité de matière d'un gaz, G au sigma, lorsqu'il s'agit des ions, bien sûr, en transformation. Bien sûr, des ions qui subissent des transformations, et bien sûr à condition que donc il y aura une grande différence de conductivité molaire ionique lambda des produits et lambda des réactifs. Bien sûr, une grande. Donc, grande différence, mais il y a des conductivités des ions. Alors, on a le cas des ions. Les ions. Alors, on commence par les ions. Alors, donc, dosage, c'est la détermination de la concentration. La volumétrie, c'est la détermination du volume. La pressiométrie, la détermination de la pression. Et donc, la détermination de la conductance, là où il y a la conductivité, s'appelle la conductimétrie. Voilà. La conductimétrie. Voilà, donc, sont des techniques de mesure. Dx, bien sûr, à chaque instant. En mesurant soit la concentration, à chaque date, on peut déterminer la quantité de matière et par la suite X
et bien sûr tracer la courbe, de même pour la volumétrie, pressiométrie et la conductibilité. Alors, notre objectif, c'est de trouver les deux grandeurs cinétiques, léoma, la vitesse volumique et le temps de demi-réaction, bien sûr, sont tirés à partir d'un graphe. Le graphe que je désire tracer, c'est le graphe qui est x en fonction de temps. Alors le graphe x qui représente les variations de x en fonction de temps. Donc normalement, le graphe, après effectuer des mesures, donc on aboutit à ce graphe x. Bien sûr, le graphe va représenter une fonction. Qu'est-ce qu'on a avec la fonction? La fonction de x en fonction de temps, oui. Parce que la valeur de x à l'instant t égale 0, c'est-à-dire au début de la réaction, est nulle. Alors, ce qui est avec x, oui, il augmente jusqu'à ce qu'il se stabilise. À quel état? À l'état final. Donc, c'est ce qui est une table d'avancement. Donc, x qui me donne la valeur 0, qui s'arrête la valeur, puis qui s'arrête x, la valeur x final. Hein? X max, bien sûr, si la réaction est totale, x max c'est lui-même x max en dessous x final. Bon, généralement, l'allure de x en fonction de temps, donc est représentée par une courbe de cette forme. Donc comme ça. Voilà, donc x prend une valeur constante à l'état final. Donc alors maintenant, l'état final, c'est lorsque la quantité de matière cesse d'évoluer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'évolution de la quantité de matière, plus d'évolution de la quantité de matière des réactifs, c'est-à-dire les réactifs de la quantité de matière ne diminuent plus, les réactifs, et il n'y a pas d'augmentation de la quantité de matière, les produits. C'est-à-dire qu'on aura une courbe x en fonction de temps de cette forme. Donc là, c'est l'état initial. Et là, c'est l'état final. Donc là, c'est l'état intermédiaire, donc, où x est en évolution. Donc, il y a l'allure dx généralement en mol, ou v généralement en seconde. Alors, là, les deux grandeurs cinétiques sont la vitesse volumique et le temps de réaction. Premièrement, donc, la vitesse volumique. Alors, la vitesse volumique de la réaction, donc on a une formule bien définie. Voilà, je vais essayer la vitesse volumique. Oui. Voilà, donc on dit la vitesse volumique à un instant donné est égale à 1 sur Vs fois d de x sur d de t à l'instant t. Donc ça, la définition est la vitesse volumique. Je vais Vs. C'est le volume du mélange réactionnel. Bien sûr, généralement, qui compte dans le système international en mètres cubes, mais on peut donc soit des comptes en mètres cubes dans le système international ou en litre, bien sûr, unité usure. Donc c'est la vitesse volumique. Oui. Si. D'accord. Bien. Alors, vous avez le volume du mélange réactionnel. Bien sûr, je mets dx sur dt. Oui. Je vois dx sur dt. C'est la dérivée temporelle, c'est-à-dire la dérivée de x par rapport au temps. Donc, dx sur dt, nous représente la dérivée temporelle de l'avancement x, bien sûr, de la réaction, exprimée normalement en mol seconde moins 1. Alors, comment peut-on déterminer dx sur dt? Bien sûr, comment on le détermine, c'est à l'aide, oui, d'une tangente. Alors, la vitesse volumique, c'est v
ما كتحسبش bien sûr la formule directement, mais bien sûr la formule delta, mais d de x sur dt représente graphiquement le coefficient directeur de la tangente à la courbe x est égal à f de t. بمعنى باش نحسب la vitesse volumique à un instant donné, ضروري نحسب la courbe ديال x en fonction de temps وخاصني une tangente ديال x. Donc هنا مثلا يكون عندي راسماليه la tangente مثلا في l'instant t1 غتكون l'instant t1 هي هذه وراسماليه une tangente ديال la courbe. Donc f t représente la tangente à la courbe x est égale à f de t à l'instant t1. Alors, comment peut-on calculer la vitesse volumique? Eh bien, comme vous le v à l'instant t1 est égal à 1 sur vs fois d de x sur dt à l'instant t1. Avec d de x sur dt à l'instant t1, graphiquement, d de x sur dt à l'instant t1 renvoie delta x sur delta t à l'instant t1. Je suis delta x sur delta t, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe x est égal à f de t, بمعنى le coefficient directeur de la tangente. Pour l'instant, bien sûr, t1. Et donc, comment peut-on déterminer le coefficient directeur? En choisissant. Oui, comment on détermine? En choisissant deux points. C'est-à-dire deux points, là ou là. Donc, là, on نسميها دي A, ونسميها B, deux points. Donc, deux choix. Bien sûr, là, quand la projection qu'on appelle un XV, la projection, la projection à l'axe des abscisses TB. Le deuxième point, c'est TA. On a XA, la projection, donc deux décors pour XA. Alors là, quand j'ai observé, il y a XA moins XB, TA moins TB. Alors en calculant le coefficient directeur et on le remplace dans l'expression, donc on pourra déterminer la vitesse volumique, bien sûr, dans un premier temps, à partir de la courbe x est égal à f de t. Alors, donc, on va voir comment on détermine, comment on peut calculer la vitesse volumique si on a une courbe autre que x en fonction de temps, bien sûr, en utilisant juste le diagramme qu'on a fait tout à l'heure. Alors, ça, c'est pour la vitesse volumique. Une espèce de temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction. Alors, par définition, je trouve le temps de demi-réaction, eh bien, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction prend la moitié de sa valeur finale. Alors, je répète, le temps de demi-réaction, c'est la durée. C'est une durée au bout de laquelle l'avancement x prend la moitié de sa valeur finale. C'est-à-dire qu'on peut exprimer x à un instant donné, un noté t, 1 demi, t 1 demi, donc vous voyez que le temps de demi-réaction est égal à x final sur 2. Donc, c'est-à-dire la définition d'IL t 1 demi, cette formule que tu as t 1 demi, mais qui définit t 1 demi. Alors, t 1 demi, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction prend la moitié de sa valeur finale. Vous n'avez pas la vitesse volumique, on ne peut pas le déterminer directement, mais à l'aide du graphe. De quel graphe? À l'aide du graphe x en fonction de temps. Alors, de la même façon, alors si on a le graphe x en fonction de temps, toujours du compte de la forme d'une fonction croissante. Donc, si on a la courbe de x se stabilise à un instant donné, c'est fait que اللي استقرت عندها دائما هي شكون؟ هي اكس فينال. فهمنا؟ سي اون اذا عندنا لا كورب se stabilise à un moment donné. Alors, je lis directement la valeur x finale, donc هذيك كتجي لنا. Qu'est-ce qu'on fait? On la divise par 2. Donc هذه la valeur اللي كنقراوها graphiquement كنقسموها على جوج. Donc هذه هي x finale sur 2. هذه اللي كاينه مثلا 2 مول نقسمها على جوج تعطيني 1 مول هنا. كنشوف فين جات لينا بالضبط 1. Vous pouvez dire une simple lecture graphique, c'est-à-dire j'effectue une projection sur la courbe, puis une projection sur l'axe de temps. Alors, la valeur il y a t1, c'est-à-dire d'après la définition. Alors, il y a la courbe comme ça, on fait une masse
Donc, elle est la projection à l'axe qui est x final. Oui, dans ce cas-là, je ne peux pas déterminer x final graphiquement. Donc, je peux la déterminer. Oui. Maintenant, j'ai x final dans ce cas-là, je la vois bien. Donc, j'ai même table d'avancement avec les hypothèses. Donc, on voit aussi. Donc, le de réaction numérique. Voilà, et on détermine x final. De cette manière, نحسب x final, نقسمها على جوج وكنمشي لاكور ديالي باش فين جات لي لا فالور. انا خرجت x final 0.5 مول. Alors 0.5 انا نقسموها على جوج عندنا 0.25 غادي نجي مع لاكور هذا لاكس هذا كنقلب على 0.25 كيجاني وكندير une lecture graphique على لاكس ملي كنبروجيتي على لاكور puis لاكس دو طون. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur, de votre minimum graph valeur pour le code. Oui, mais quand donc, on détermine juste graphiquement. Parce que un graphe expérimental, alors même la vitesse, parce qu'on a l'expression oui, mais l'expression ça le graphe. Surtout que c'est la tangente, c'est plutôt oui, la tangente, un graphe. Dans le cas général, le graphe des x en fonction de temps, mais là on peut utiliser ou bien exploiter soit le graphe via la concentration en fonction de temps, la pression en fonction de temps, le volume en fonction de temps et la conductivité de le diagramme. D'accord? Alors j'espère que tout est clair. Donc à la prochaine, Inch'Allah, on continuera notre oui.